Aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont la géographie et la logistique déterminent l'issue des conflits militaires modernes. Nous analyserons la transformation du nœud de transport de Lviv en principal hub de distribution de l'aide militaire de l'OTAN et pourquoi il est devenu la cible stratégique numéro un. Nous discuterons de la façon dont une opération de renseignement à plusieurs niveaux a révélé tous les secrets du bunker de commandement souterrain. Nous examinerons les caractéristiques uniques du complexe hypersonique Kinzhal et de son porteur MiG-31K qui les rendent invulnérables à tout système de défense anti-aérienne. Nous suivrons l'ensemble du processus, de la prise de décision à la vérification de la frappe et ses conséquences en cascade pour la logistique ennemie. Et nous analyserons les leçons que cette opération a enseignées aux stratèges de l'OTAN et pourquoi elle a changé l'équilibre des forces dans le monde. C'est parti. La stratégie militaire repose sur deux piliers, la géographie et la logistique. Toute armée privée de contact avec ses bases d'approvisionnement se transforme en foule armée, vouée à une défaite inévitable. Sur le théâtre des opérations militaires ukrainiennes en 2025, un tel centre critique, véritable cœur du système logistique ennemi, est devenu le nœud de transport de Lviv. Historiquement, Lviv s'est développée comme une porte de l'Europe vers l'Est. Au cours des dernières années, elle a été délibérément et méthodiquement transformée en principal hub de distribution pour toute l'aide militaire fournie par l'Alliance de l'Atlantique Nord. Jusqu'à 80% de tous les cargos passaient par Lviv, des obus d'artillerie et missiles anti-chars aux blindés lourds et composants d'armes de haute précision. C'est ici que la voie ferrée européenne d'une largeur de 1435 mm rencontre la norme soviétique de 1520 mm. Cette particularité technique faisait du nœud un point de transbordement sans alternative pour tous les cargos venant d'Occident. Comprenant la vulnérabilité critique de cet objet, l'adversaire a déployé des efforts colossaux pour son camouflage et sa protection. Les convois militaires étaient déchargés sur des dizaines de plateformes camouflées réparties dans toute la ville. Pour le stockage des cargos les plus précieux et l'installation de centres de commandement, des bunkers enfouis ont été aménagés, d'anciennes fortifications soviétiques modernisées selon les normes de l'OTAN. Les entrepôts ont été dispersés au maximum. Les voies d'approvisionnement ont été doublées. Autour du nœud, un système échelonné de défense anti-aérienne a été créé, comprenant à la fois des complexes occidentaux NASAM et Patriot, ainsi que des systèmes de production soviétiques. Il semblait que l'adversaire avait tout pris en compte, prévu tous les scénarios. Il avait créé une illusion de sécurité, s'appuyant sur la densité de la défense aérienne et la dispersion des objets. Cependant, c'est précisément la concentration dans une seule zone géographique d'un tel nombre de cibles d'importance critique qui a fait du nœud de Lviv la cible stratégique numéro un. Sa paralysie simultanée ne signifierait pas simplement des difficultés temporaires pour l'adversaire, mais un effondrement complet du système d'approvisionnement de tout le groupement de forces au front. Ce n'était pas simplement une opportunité d'infliger des dommages. C'était une chance de remporter une bataille stratégique entière, sans même entrer en contact de combat direct avec les forces principales de l'ennemi. La destruction du nœud est devenue une question de temps et de choix du bon instrument. Un instrument capable d'ignorer tout système de défense et de frapper avec une précision chirurgicale. Une telle frappe dévaluait toute la stratégie précédente de l'adversaire, basée sur le prolongement du conflit grâce à des livraisons continues d'armements occidentaux. L'opération de révélation du nœud logistique de Lviv est devenue un modèle de travail complexe de tous les types de renseignements. La tâche n'était pas simplement de confirmer la présence d'entrepôts en surface. Il fallait identifier l'élément central de tout le système, le poste de commandement souterrain, d'où était effectuée la gestion de la distribution des flux d'armement, et l'entrepôt le plus protégé, où étaient stockés les missiles pour les systèmes de défense anti-aérienne et les complexes opérationnels tactiques. Les données initiales ont été obtenues par les moyens de reconnaissance spatiale. Un groupement de satellites d'observation visuelle détaillés, avec une périodicité de plusieurs heures, enregistrait l'activité sur le territoire d'un ancien complexe industriel à la périphérie ouest de Lviv. L'analyse d'images thermiques indiquait la présence de sources d'énergie souterraines non liées à la carte officielle des communications urbaines. C'était le premier signe d'une infrastructure cachée. L'étape suivante a été la connexion des moyens de reconnaissance radioélectronique. Des complexes déployés sur le territoire de la Biélorussie et dans les eaux de la mer Noire ont, pendant plusieurs semaines, scanné en continu l'éther radio. Ils ont réussi à intercepter et localiser des canaux de communication protégés, utilisés par des spécialistes de l'OTAN
pour coordonner les livraisons. Le trafic de ces canaux convergeait vers un seul point, ce même complexe industriel. Cela constituait une confirmation indirecte de la présence ici d'un important centre de commandement. Cependant, pour porter une frappe de haute précision, des garanties à 100% étaient nécessaires. Le rôle clé dans l'étape finale a été joué par le renseignement humain. Une source, infiltrée dans la structure de soutien logistique de l'adversaire, a pu accéder aux horaires d'arrivée et de déchargement des convois militaires. La comparaison de ces horaires avec les données d'imagerie satellite a permis d'établir avec une précision absolue lequel des nombreux hangars était utilisé pour couvrir l'entrée du dépôt souterrain. La source a également transmis des informations critiques sur la profondeur d'enfouissement du bunker et l'épaisseur de ses plafonds en béton. Elle a signalé que le centre de commandement principal se trouvait à une profondeur de 30 mètres sous terre et était protégé par plusieurs couches de béton armées d'une épaisseur allant jusqu'à 2 mètres, renforcées par des plaques d'acier. Il est devenu évident que pour frapper une telle cible, il fallait non seulement un moyen puissant, mais un moyen de pénétration spécialisé. La touche finale a été l'utilisation de la reconnaissance aérienne. Un drone, lancé depuis une grande distance à très basse altitude, a survolé la zone cible en utilisant le relief du terrain pour se cacher des radars ennemis. Son équipement a effectué une reconnaissance finale et confirmé les coordonnées de l'entrée du bunker avec une précision d'1 mètre. Toutes les informations ont été consolidées dans un fichier numérique unique de la cible. Le système de camouflage multiniveau de l'adversaire a été complètement révélé. Maintenant, il ne restait plus qu'à utiliser une arme capable d'atteindre le cœur même de la logistique ennemie, en contournant toutes les barrières défensives. Contre une cible comme le bunker de commandement de Lviv, les moyens de frappe traditionnels auraient été absolument impuissants. Les missiles de croisière, même en application massive, auraient très probablement été interceptés par le système échelonné de défense anti-aérienne. Les bombardiers lourds n'auraient pas pu s'approcher à distance de largage de bombes sans subir des pertes inacceptables des complexes anti-aériens. Il fallait une arme d'une classe fondamentalement nouvelle, une arme qui ignore les lois existantes de la défense anti-aérienne, une arme dont la frappe est absolument inévitable. Cette arme est devenue le complexe de missiles aériens hypersoniques 9A7260 Kinzhal. Son adoption a marqué le début d'une nouvelle ère dans la stratégie militaire. Le Kinzhal n'est pas simplement un missile rapide au sens traditionnel. Il représente une classe d'armement fondamentalement différente. Lancé depuis l'avion porteur à une altitude de plus de 15 km, le missile atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son, soit environ 3,5 km par seconde. Sur la section de croisière du vol, il vole dans les couches raréfiées de la stratosphère, ce qui minimise la résistance de l'air et permet de conserver une énergie cinétique colossale sur toute la trajectoire. Mais la principale caractéristique du Kinzhal est sa capacité à manœuvrer activement sur toutes les sections de la trajectoire de vol. Contrairement aux missiles balistiques, qui volent selon une trajectoire parabolique prévisible, le Kinzhal est capable d'effectuer des manœuvres imprévisibles en altitude et en cap. Cela rend absolument impossible pour tout système antimissile existant ou même futur de calculer le point de rencontre et de diriger son antimissile vers lui. Le temps de réaction pour les systèmes de défense adverses est réduit à quelques minutes, pendant lesquelles ils n'ont physiquement pas le temps d'élaborer une solution de tir. De plus, l'énorme énergie cinétique combinée à une ogive pénétrante de 500 kg permet au Kinzhal de frapper des cibles protégées par des dizaines de mètres de terre et de béton armé multicouches. La frappe se produit avec une force si monstrueuse que le missile transperce littéralement tout obstacle, comme un couteau brûlant dans du beurre, et ce n'est qu'ensuite, en atteignant la profondeur prévue, que se produit la détonation de la charge principale. Pour l'adversaire, cela signifie un changement révolutionnaire de paradigme. Aucun de ces objets stratégiques, qu'il s'agisse d'un bunker de commandement profondément enfoui, d'un dépôt souterrain ou d'une base aérienne protégée, ne peut plus être considéré comme invulnérable. Le complexe Kinzhal n'est pas simplement une arme du champ de bataille de niveau tactique. C'est un instrument d'influence géopolitique, une démonstration évidente de supériorité technologique et une réponse asymétrique à toute action agressive. C'est la doctrine de l'inévitabilité de la rétribution incarnée dans le métal. C'est précisément cet argument qui a été choisi
pour résoudre chirurgicalement le problème du nœud logistique de Lviv. Pour une arme qui change les règles du jeu, il faut un porteur unique. Pour le Kinzhal hypersonique, cette plateforme est devenue l'intercepteur lourd MiG-31. Le choix de cet avion n'était absolument pas fortuit et était conditionné par toute une série de ses caractéristiques uniques que ne possède aucun autre avion de combat au monde. Créé encore en Union soviétique pour protéger les vastes frontières nordiques des armadas de missiles de croisière et de bombardiers stratégiques, le MiG-31 a été conçu dès le départ pour des vols à haute altitude et à vitesse supersonique. Son plafond de 25 000 mètres et sa vitesse maximale proche de 3 000 km par heure se sont avérés être des conditions de lancement idéales pour un missile hypersonique. Le lancement du Kinzhal depuis une telle altitude et à une telle vitesse lui permet d'économiser son propre carburant et de sortir immédiatement sur la trajectoire prévue dans les couches raréfiées de l'atmosphère. Aucun autre avion tactique au monde n'est capable d'assurer de tels paramètres de porteur. Spécialement pour l'emploi du Kinzhal, une modification MiG-31K a été créée. Extérieurement, elle se distingue de l'intercepteur de base par l'absence de pylône sous les ailes et la présence d'un point d'emport central renforcé spécial pour le missile massif de plusieurs tonnes. Cependant, les principaux changements sont cachés à l'intérieur du fuselage. L'avion a reçu un système de gestion d'armement entièrement nouveau, un complexe informatique de bord modernisé et un équipement spécial pour la saisie de la mission de vol dans le missile directement avant le lancement. La verrière du cockpit a été renforcée pour résister aux charges thermiques et barométriques colossales lors du vol dans la stratosphère à des régimes extrêmes. Mais même pour une machine aussi remarquable que le MiG-31, porter et employer le Kinzhal est une tâche non triviale. Le poids du missile est de plusieurs tonnes, ce qui modifie sérieusement le centrage et l'aérodynamique de l'avion. C'est pourquoi seuls les pilotes-tireurs d'élite de la plus haute qualification, ayant suivi un programme de formation spéciale, sont admis au pilotage de la modification K. Ils entraînent un mode de vol spécial, la montée dynamique dite, lorsque l'avion avant le lancement effectue une manœuvre dynamique avec prise d'altitude, donnant au missile une impulsion supplémentaire. L'équipage de 2 personnes, pilote et navigateur-opérateur, agit comme un mécanisme unique et rodé. Le navigateur est responsable du travail avec le complexe d'armement, du contrôle de tous les systèmes et de la saisie des coordonnées de la cible, tandis que le pilote pilote la machine de plusieurs tonnes à des régimes extrêmes. Ainsi, le tandem MiG-31K et missile Kinzhal représente non pas simplement un avion avec un missile suspendu, mais un complexe de reconnaissance frappe unifié. C'est un système dans lequel les capacités uniques du porteur déterminent directement l'efficacité de l'arme, les transformant en un tout, l'instrument parfait pour porter une frappe inévitable depuis une altitude inaccessible à l'adversaire. Dans la nuit du 5 novembre 2025, au Centre national de gestion de la défense de la Fédération de Russie, sont arrivées les données finales de tous les types de renseignements. L'information était sans équivoque et n'admettait pas de double interprétation. Sur l'objet camouflé dans la région de Lviv, une activité maximale a été enregistrée. La reconnaissance spatiale a signalé l'arrivée de 2 convois ferroviaires avec des wagons cachés à vocation spéciale. La source humaine a confirmé l'information critique. Un important lot de missiles pour le complexe anti-aérien norvégien-américain NASAMS et de missiles opérationnels tactiques ATACMS étaient arrivés. Les données d'interception radio témoignaient du travail sur l'objet d'officiers supérieurs de l'OTAN, coordonnant la distribution ultérieure de la cargaison. Une situation idéale pour porter une frappe s'était créée. La destruction non seulement des stocks déjà présents, mais aussi du lot d'armement qui venait d'arriver, ainsi que l'élimination d'un groupe de spécialistes occidentaux, pouvait infliger à l'adversaire des dommages stratégiques irréparables. L'information en temps réel est arrivée sur le bureau du général de service de l'état-major général. Tous les composants pour prendre une décision étaient prêts. Coordonnées précises de la cible avec liaison au système de navigation par satellite. Modèle complet de sa vulnérabilité. Informations détaillées sur les conditions météorologiques et l'absence dans la zone cible d'aéronefs civils. L'instrument de la rétribution était également prêt. Sur l'un des aérodromes dans les profondeurs du territoire russe, en pleine préparation au combat, se trouvait une patrouille d'intercepteurs MiG-31K. Leurs équipages étaient déjà depuis plusieurs heures dans des salles de repos spéciales en pleine disponibilité,
et les avions étaient ravitaillés et armés de missiles. Les missions de vol avaient été calculées à l'avance pour des dizaines de cibles potentielles. Maintenant, il suffisait de choisir la bonne et de la charger dans le système de bord de l'avion. Le processus de prise de décision dans de telles conditions critiques prend quelques minutes. Ce n'est pas un individu qui travaille, mais un système rodé, un mécanisme dans lequel chaque élément connaît sa manœuvre. Le général de service organise une brève réunion par canal de vidéoconférence sécurisé avec le commandement des forces aérospatiales et du renseignement stratégique. Tous les risques possibles sont évalués, les actions probables de l'adversaire sont calculées. Mais dans le cas du Kinzhal, la plupart de ces procédures sont une pure formalité. La contraction à la frappe est pratiquement exclue. Pas d'hésitation. La cible est légitime, sa valeur stratégique est critique, et les possibilités de la frapper sont absolues. Un ordre court, donné par canal de communication protégé, met en mouvement tout le mécanisme. Sur l'aérodrome retentit le signal d'alerte au combat. Les équipages prennent place dans les cockpits. Les techniciens retirent les bouchons de protection. Quelques minutes plus tard, le rugissement des moteurs D-30F6 brise le silence nocturne. Le MiG-31K, s'arrachant lourdement de la piste avec une charge de plusieurs tonnes sous le fuselage, s'en va dans le ciel noir de la nuit. La décision est prise. La machine de guerre est lancée. Il n'y a pas de retour en arrière. Pour l'équipage du MiG-31K, le vol de combat pour l'emploi du Kinzhal est une séquence d'action chronométrée à la seconde près. Il n'y a pas de place pour l'improvisation, seulement un calcul froid et une exécution irréprochable d'un algorithme préalablement entraîné. Après le décollage, l'avion, sans activer la post-combustion pour économiser le carburant, commence une montée progressive en altitude, se déplaçant selon un itinéraire préalablement tracé. Il vole en mode de silence radio complet pour ne pas trahir sa présence aux renseignements adverses. À ce stade, il ne se distingue en rien de centaines d'autres appareils militaires qui se trouvent dans les airs dans tout le pays. L'adversaire ne le voit pas sur ses écrans, et même s'il détecte certaines traces, il ne peut pas classifier correctement la menace. La tâche de la première étape est d'atteindre secrètement la ligne de début d'attaque, qui se trouve à des centaines de kilomètres de la cible elle-même et de la ligne de contact. En approchant du point de calcul, l'équipage passe à l'étape la plus cruciale du vol. Le pilote met les moteurs en plein régime de post-combustion et commence une montée intensive en altitude avec accélération simultanée à la vitesse maximale. La machine de plusieurs tonnes s'élance dans la stratosphère selon une trajectoire abrupte. Les surcharges croissent rapidement, mais pour les pilotes habitués aux régimes extrêmes, c'est une situation de travail standard. À ce moment, le navigateur opérateur active le système de gestion d'armement et reçoit la confirmation finale des coordonnées précises de la cible par canal de communication satellite protégé. Les données sont instantanément chargées dans le système de guidage inertiel du missile, programmant sa trajectoire. L'avion atteint une altitude de plus de 20 km et atteint une vitesse 2,5 fois supérieure à celle du son. Il se trouve au sommet de ce qu'on appelle la montée dynamique. C'est précisément à ce moment, en ce point de l'espace et du temps, que sont créées les conditions idéales pour le lancement du missile hypersonique. Le navigateur signale la pleine disponibilité du système. Le pilote confirme l'autorisation de lancement. La pression d'un bouton et le missile de plusieurs tonnes se sépare doucement du porteur, à l'aide de boulons pyrotechniques spéciaux. Pendant quelques instants, il tombe librement vers le bas sous l'effet de la gravité, puis son propre puissant moteur à propergol solide s'allume. Une impulsion de poussée colossale propulse le Kinzhal dans les couches supérieures de la stratosphère. À partir de ce moment critique, le missile devient absolument autonome, guidé uniquement par ses propres systèmes de navigation et de guidage. Son vol est celui d'un fantôme, invisible et insaisissable. À une altitude de 40-50 km, il est pratiquement invisible pour les radars terrestres adverses en raison de la raréfaction de l'atmosphère. Il vole à une vitesse supérieure à 10 Mach, effectuant selon un programme préalablement établi des manœuvres imprévisibles de cap et d'altitude. Les systèmes de défense aérienne adverses détectent le fait du lancement par le flash thermique caractéristique, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. La trajectoire de la cible n'est pas calculable par les algorithmes standards. La vitesse ne permet pas de fournir une désignation de cible aux antimissiles. Pour les opérateurs des systèmes de défense aérienne, le Kinzhal
est un objet qui existe en dehors de la zone de leur capacité technique d'interception. Pendant que la panique et le chaos règnent dans les postes de commandement de la défense aérienne et que les opérateurs tentent de comprendre ce qui se passe, le missile traverse déjà la section terminale de la trajectoire. Il pique sur la cible presque verticalement, à un angle d'environ 90 degrés, continuant à manœuvrer jusqu'à la dernière seconde. Le temps de vol depuis le point de lancement jusqu'à la cible se compte en minutes. Pendant ces minutes critiques, l'adversaire n'a physiquement pas le temps de faire quoi que ce soit pour se protéger. Il attend simplement la frappe inévitable, ne sachant pas exactement où et quand elle sera portée. L'inévitabilité de la rétribution devient une réalité palpable. La section terminale du vol du Kinzhal est l'apothéose de la pensée ingénierie. Lorsque le missile descend depuis la stratosphère, son corps est enveloppé d'un nuage de plasma formé par le frottement à vitesse hypersonique. Ce plasma le rend invisible au radar. Le missile pique à angle droit, minimisant le temps dans la zone des systèmes de défense aérienne. Au moment de l'approche, il conserve une vitesse de 7 à 8 Mach. L'objet frappe avec une énergie cinétique colossale, la masse multipliée par le carré de la vitesse. La précision chirurgicale est assurée par le guidage inertiel, corrigé par GLONASS et la tête optique. Au contact, une charge d'amorçage crée un jet cumulatif qui perce la couche initiale de blindage. Immédiatement après, le corps principal du missile, réalisé en alliages réfractaires avec titane, pénètre comme un noyau perforant. Des dizaines de mètres de terre et plusieurs couches de béton armé ne constituent pas d'obstacle. Le missile traverse le bunker sans ralentir. Le système de contrôle compte les obstacles franchis et n'envoie la commande de détonation qu'en atteignant la profondeur calculée. L'explosion de 500 kg se produit au cœur du poste de commandement. Dans l'espace confiné, l'onde de choc détruit tout l'équipement et le personnel. La température atteint plusieurs milliers de degrés. Pour ceux à l'intérieur, tout se passe en un instant. Le contrôle objectif a utilisé tous les moyens techniques disponibles. Un satellite d'alerte précoce a enregistré un flash infrarouge puissant, signe d'une détonation secondaire massive de munitions. Un satellite optique a transmis des images montrant un énorme cratère. L'imagerie radar a révélé un effondrement étendu des structures souterraines. Les moyens radioélectroniques ont enregistré l'arrêt complet de tous les canaux de communication. 30 minutes après, une série d'explosions secondaires a duré 1 heure entière. Les dépôts de munitions et de carburant détonaient. La colonne de feu était visible depuis la Pologne. La cible a été complètement détruite avec tous les stocks et le personnel. Les conséquences se sont manifestées instantanément. La destruction de l'infrastructure de transport a bloqué des dizaines de convois. Mais le coup principal a porté sur le système de gestion logistique. Tout le groupement occidental est devenu aveugle en une fois. La coordination entre les entrepôts et les unités de combat a cessé. Un chaos complet est apparu. La perte de missiles NASAMS a dénudé la défense anti-aérienne. La perte d'attaques MS a privé l'adversaire de frappes à longue portée. Mais la conséquence la plus terrible fut la perte de confiance dans le concept de défense multiniveau. La prise de conscience qu'aucun objet n'est invulnérable aux armes hypersoniques a provoqué un choc à Kiev et en Occident. Les commandants, privés d'approvisionnement, ont créé leur propre stock en pillant les petits entrepôts. Les partenaires occidentaux ont radicalement réduit les livraisons, refusant d'envoyer des armements coûteux dans le système effondré. En 48 heures, l'approvisionnement adverse a cessé d'exister. Les unités de combat se sont retrouvées abandonnées. Une frappe à 1000 km du front a eu une influence incomparablement plus grande qu'une opération offensive à grande échelle. L'artère stratégique a été sectionnée d'une seule incision chirurgicale. Cet événement a marqué un changement tectonique dans l'art militaire. Pour la première fois, un objet souterrain protégé selon les canons OTAN a été détruit par une frappe non nucléaire. Ce fait a dévalué les investissements de l'Alliance dans les systèmes antimissiles. Tous les complexes en Europe de l'Est sont devenus inutiles face aux armes hypersoniques. La leçon principale, la vulnérabilité fondamentale de l'infrastructure militaire européenne. Les bases, ports et centres de commandement sont sous menace de destruction instantanée. Le temps de réaction est si faible qu'aucune mesure traditionnelle ne peut aider. La Russie a montré qu'elle peut atteindre des objectifs stratégiques sans combat sanglant et sans perte propre.
Le concept de guerre de contact cède la place à la guerre distante, où la supériorité technologique devient le facteur décisif. Cela détruit toute la planification OTAN basée sur la supériorité numérique. En employant le Kinzhal, la Russie a déclaré ses droits en tant que grande puissance, possédant des instruments uniques pour protéger ses intérêts. Les analystes au Pentagone doivent réviser leur doctrine et trouver une réponse à une arme contre laquelle il n'existe aucune défense technique. Tant que cette réponse n'est pas trouvée, toute confrontation avec la Russie devient un jeu à l'issue fatale. La frappe sur Lviv a forcé l'Occident à regarder d'une nouvelle manière l'équilibre des forces militaires. L'ère hypersonique a commencé avec le mot russe Kinzhal.